Bonjour et bienvenue dans les podcasts d'Aujourd'hui la vie. Pour une vie plus sereine, plus épanouie, pleine de sens et adaptée à qui nous sommes profondément. Je suis Anne-France Courvoisier, exploratrice dans l'âme et depuis 10 ans thérapeute. Je vous partage ici mes réflexions et des clés pour plus d'épanouissement et de conscience dans nos vies. Nous allons parler aujourd'hui avec ma nouvelle invitée du chemin de résilience possible pour toutes les personnes qui ont eu un vécu d'abus physique ou psychologique. Le passé traumatique touche un grand nombre de personnes en Europe, que ce soit du côté des femmes ou des hommes. Néanmoins, c'est possible de suivre un chemin pour s'en sortir, pour se sentir mieux, pour revenir à soi, pour retrouver l'équilibre en soi, à l'image de l'homéostasie, un principe qui parle du processus de régulation interne possible. Et ce chemin montre que le traumatisme n'est plus inexorable. J'accueille aujourd'hui Karine Marty, kinésiologue et psychanalyste intégrative, aussi licenciée en psychologie, développement de l'enfant et psychopathologie, mais aussi instructrice associée Tao de la Vitalité, qui est une école issue de l'enseignement de Mantakshya, diplômée d'Ejaps Karaté et formatrice. Karine Marty a créé le Tao Thérapeutique Femme, qui associe les principes de base du Tao, les neurosciences et la dimension psychologique. Bonjour Karine. Bonjour Anne-France. Comment tu en es venue dans ton parcours de vie à transmettre des pratiques issues du Tao pour soutenir les personnes abusées ? Eh bien, alors c'est tout un chemin en fait où au départ j'étais dans l'animation socioculturelle, donc tournée vers l'autre, et aussi dans les pratiques sportives puisque j'ai un DEJAPS karaté, donc j'ai fait 30 ans de karaté. J'ai commencé à l'âge de 11 ans et j'ai très rapidement enseigné à partir de 18 ans en fait. Dès l'obtention de la ceinture noire. Donc j'ai très rapidement enseigné et je me suis toujours passionnée à ces pratiques asiatiques et beaucoup aussi passionnée pour la médecine chinoise. Très petite, j'avais des planches en fait de médecine chinoise que je regardais, je comprenais rien, mais je les avais chez moi et je trouvais ça, voilà, j'admirais en fait. C'est vrai que j'étais passionnée en fait par comment fonctionnait le corps et tout en n'y comprenant rien du tout et en essayant absolument de savoir ce qui se passait dedans. Et puis, donc j'ai rencontré tout au long de mon parcours beaucoup de personnes qui m'ont aidée à évoluer dans l'apprentissage et dans l'enseignement du karaté. Et j'ai rencontré, entre autres, un maître japonais qui s'appelle Aoki Sensei et qui a développé une pratique spéciale qui s'appelle l'Aoki Bioénergie. On était tout un groupe de karatékas et on était formés pour devenir instructeurs dans cette technique. Et voilà, et j'ai continué à apprendre. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que les pratiques physiques, l'entraînement, le surentraînement même, ne me faisaient pas avancer. Il y avait des choses en fait qui restaient bloquées dans le corps. Donc, je me suis penchée sur le côté psychologique. Et j'ai passé une licence de psycho et j'ai commencé à voir ce qui n'allait pas en suivant des thérapies, en rencontrant des kinésiologues. Et de fil en aiguille, je suis devenue kinésiologue parce que j'ai trouvé cette méthode absolument efficace, dans le sens où ça m'a très rapidement débloqué ça m'a débloqué en fait des nœuds corporels. Et j'ai continué de m'intéresser à tout ça, à la fois la psycho, à la fois la pratique du karaté, la kinésiologie. Pas à pas, je suis devenue kinésiologue. J'ai quitté ma région, je me suis installée dans l'Hérault. Donc c'est là où j'ai commencé à rencontrer le Tao et ça m'a énormément parlé parce que ça regroupe
pour moi, c'est toute une pratique en fait corporelle, spirituelle, qui utilise comme média le corps et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup rappelé les enseignements de Aoki. En karaté, on appelle les maîtres japonais les sensei. Sensei, ça veut dire, en tout cas de ce que j'ai appris, ça veut dire littéralement celui qui est né avant. Voilà. Donc c'est traduit maître en français, mais voilà, c'est... Et donc, il y avait beaucoup d'enseignements qui se rejoignaient entre ce que nous enseignait donc Aïcha, puisque j'ai été enseignée auprès d'Aïcha, et Aoki Sensei. Aïcha, donc tu parles de Aïcha Siebers. Oui, je parle d'Aïcha Siebers, qui a créé l'école du Tao de la vitalité, issue de l'enseignement de Mantak Chia. Très bien. Alors Karine, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ces pratiques du karaté et du Tao peuvent aider au niveau de la résilience, du chemin de résilience d'une personne qui a été victime d'abus? Oui, alors en quoi je vais y répondre, et aussi, parce qu'il n'y a pas que le karaté, les arts martiaux et le Tao en soi, il y a aussi ce que je rajoute, ça va être toute la dimension psychologique et des neurosciences adossées à la kinésiologie. Pour moi, principalement, je me suis axée sur le Tao parce que déjà, je me suis rendu compte au fur et à mesure des personnes que je recevais en séance individuelle. Il y avait beaucoup de personnes en fait qui venaient à moi victimes d'abus, notamment beaucoup de femmes qui venaient à moi victimes d'abus. Et le média que j'utilise à travers à la fois la kinésiologie, à la fois les arts martiaux, le Tao, c'est le corps. Et pour moi, en fait, ça paraît évident, en tout cas ça paraissait évident, et je l'ai expérimenté au fur et à mesure, de utiliser, entre guillemets, le média du corps, c'est celui par lequel on a été blessé, et d'utiliser ce média-là comme chemin de réconciliation et de résilience. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, pas à pas, au fil des séances que je donnais, j'ai aménagé, donc j'ai mis en place des stages, j'ai reçu des femmes en séance individuelle, et pas à pas, j'ai utilisé ces 3 pratiques. À la fois la parole, l'écoute, à travers la psychanalyse intégrative, à la fois le corps, le corporel, avec tout ce travail corporel d'être ramené, et c'est ce qu'on apprend en priorité dans le Tao, c'est revenir dans son bassin, revenir à soi, et que la vie n'a de cesse en fait de nous balloter comme un roseau, et que notre travail au quotidien, c'est de revenir à l'intérieur, et que ça fait partie du mouvement de la vie. Et enfin, la kinésiologie et les neurosciences adossées à la kinésiologie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, depuis récemment, les neurosciences sont venues souligner ce qui se passait dans le cerveau, ce qui se passait d'un point de vue neuronal, pour expliquer tout ce qui générait ce qu'on appelle cette mémoire traumatique. Alors justement, c'est intéressant. Qu'est-ce que les neurosciences ont découvert de ce qui se passe au niveau du cerveau, et peut-être qu'il y a un lien à faire aussi avec la plasticité neuronale? Alors, ce que les neurosciences expliquent, c'est que, et c'est ce qu'on apprend aussi, c'est le b.a.-ba, moi, que j'ai appris il y a 12 ans de ça, quand j'ai fait mes études de kinésiologie, et que j'apprends aussi, que j'enseigne également aux stagiaires en kinésiologie, c'est que dans notre cerveau, on a une structure qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est ce qui va nous permettre de nous protéger. C'est notre système de survie archaïque. L'amygdale, c'est ce qui va nous permettre de réagir en stress, en situation de stress, de peur. Et puis, il y a l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la mémoire, notamment la mémoire à long terme. Et ces deux
structures font partie d'un système qui s'appelle le système limbique. Donc le système limbique, c'est le système émotionnel qui est étroitement relié au cerveau archaïque. Le cerveau archaïque, c'est, comme son nom l'indique, il est archaïque, donc c'est une question de survie. On est dans la survie. Donc quand une personne vit un événement traumatique, ou même quel que soit l'événement qu'elle vit, ces structures-là interviennent en fait dans la vie de la personne et l'hippocampe, elle, va enregistrer l'expérience. Ensuite, il y a tous les sens, ce qu'on appelle VACOG. D'accord ? VACOG, c'est le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. C'est-à-dire tout ce par quoi on est relié à travers le monde et comment est-ce qu'on communique en fait avec nos sens. Ça, ce sont les sens. Et quand on vit un événement, quel qu'il soit, on le vit avec nos sens aussi. Et ça, la mémoire l'enregistre. Et quand c'est un événement traumatique, eh bien tout ça est enregistré. Ce qui fait que, par exemple, quand on va se trouver une personne qui vit un événement traumatique, elle le vit et puis elle le traverse. Et elle continue de grandir. Alors soit elle l'a mis de côté à un moment donné, soit, elle continue de grandir avec ça. Et à un moment donné de sa vie, plus tard, ado, adulte, on ne sait pas quand est-ce que ça peut réapparaître ou pas, elle sent une odeur, ou elle peut entendre un bruit, VACOG, qui va lui rappeler cet événement passé, vécu. D'accord ? Elle va s'en rappeler, mais elle ne va pas s'en rappeler au niveau du cortex. Elle va s'en rappeler de façon archaïque. Ça veut dire que c'est tout ce système-là dont je viens de parler qui va se mettre en mouvement et qui va générer une action de survie. Et donc, qui va générer une action qui va être, décalée par rapport à la réalité de ce qui se passe dans l'instant T. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Quand les personnes viennent me voir en séance ou pour dépasser ce qui les empêche d'avancer dans la vie de tous les jours, dépasser ces traumas passés, effectivement, l'objectif est d'aider à décoller cette émotion de l'événement vécu. Donc il y a plein de techniques en fait qui sont utilisées pour aider à ça et ramener du sens. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand la mémoire traumatique agit, c'est elle qui prend le contrôle. Ça veut dire que la personne subit son passé. Alors que si jamais en fait il y a une prise de recul sur l'événement, ou si tout ce système archaïque juge que c'est ok, que la personne n'est pas en danger, ce système-là, il va passer le relais au cortex, et plus particulièrement au préfrontal. Et alors concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour décoller l'événement traumatique de l'émotion ? Alors je dirais, dans un premier temps, ça serait sécuriser. C'est ramener la personne parce que ce qui se passe en fait quand il y a un trauma qui se réactive, la première chose que la personne fait de façon automatique, c'est ce qu'on appelle un mécanisme de dissociation. Donc la personne n'est plus dans son corps. Donc il y a tout un travail à mettre en place pour qu'elle puisse revenir à un état de calme et revenir dans l'instant présent. Et alors après, le mécanisme va se faire pas à pas, c'est-à-dire d'abord sécuriser. Ensuite, là je parle en tant que kinésiologue, je vais peut-être dans un premier temps voir ce qui se passe en enquêtant à travers ce qu'elle me dit, ce qu'elle vit dans la vie de tous les jours, à travers le corps aussi. Et je vais aller identifier des événements qui sont peut-être plus récents, qui ont rappelé à un moment donné le premier trauma, qui sont moins traumatisants que ce qu'elle vit actuellement. Donc c'est vraiment, et chaque personne est différente. Et en fonction de ça, je vais utiliser des techniques qui sont propres à la kinésiologie, qui vont permettre, comme par exemple des mouvements oculaires, la répétition d'une phrase,
Ça peut être aussi des techniques reliées au système nerveux, reliées aussi au corporel, où je vais aller tester plein de muscles. Et le fait de tester plein de muscles qui sont reliés à tout un système énergétique, et là le système énergétique, ça rappelle le Tao, d'accord ? C'est-à-dire les méridiens et les méridiens d'acupuncture. Je vais aller rééquilibrer l'ensemble du système énergétique via les bases de la médecine chinoise, donc du Tao, par l'intermédiaire des muscles. Ok, donc il y a beaucoup de pratiques complémentaires qui peuvent permettre à la personne de prendre de la distance avec son vécu traumatisant. Est-ce que le fait de répéter des phrases, comme tu dis, ça participe à la création de nouveaux schémas neuronaux et qui montrent la plasticité neuronale, la capacité de notre cerveau à recevoir de nouvelles informations, de nouveaux programmes, on pourrait dire. Donc oui, ça crée de nouveaux schémas neuronaux. Effectivement, comment ça se passe ? Parce qu'il y a décoller l'événement de l'émotion et il y a aussi poser du sens. Ça va aider. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, c'est aussi relier tout ce système archaïque au cortex qui puisse passer le relais. Quel que soit le rappel à l'événement, qu'à un moment donné, ce système archaïque puisse s'apaiser et passer le relais au cortex. Et pour ça, effectivement, il y a ce que j'appelle des lits en fait de rivières à creuser, de nouveaux lits de rivières à creuser qui sont de nouveaux comportements à mettre en place et qui vont permettre au fur et à mesure de la consolidation, c'est-à-dire de la répétition, de consolider de nouveaux schémas neuronaux, donc de nouvelles connexions synaptiques. Donc c'est bien par la répétition que s'ancrent dans le cerveau et dans l'être de la personne de nouvelles manières d'être, de penser et de rapport au monde. C'est par la répétition que ça se passe. La répétition, oui, dans le sens où effectivement ça doit se passer au niveau corporel. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple précis pour qu'on puisse se rendre compte ? Oui, j'ai un exemple d'une personne qui vient me voir parce qu'elle a vécu des fausses couches. Et donc, tout le processus va porter là-dessus, thérapeutique va porter là-dessus. Donc, bien sûr, où je mélange ces trois pratiques dont j'ai parlé tout à l'heure, tout le processus porte là-dessus. Et en fait, au fil des séances, pas à pas, elle va dévoiler ce qui se passe dans son milieu familial, proche, un peu plus éloigné. Et on va aller travailler sur des émotions. C'est-à-dire que pas à pas, elle va se rendre compte qu'elle n'exprime pas la colère. Et elle va exprimer la colère. De quelle façon ? Simplement en manifestant ce qui est OK pour elle et ce qui n'est pas OK pour elle. Elle va se laisser traverser par la tristesse. Et elle va l'exprimer, alors qu'avant, elle ne l'exprimait pas. Et tout ce que j'explique là maintenant, en fait, ça ne s'explique pas, elle l'a vécu. Et c'est seulement à la fin du processus que je l'aide à poser du sens et à se remémorer tout ce qu'elle a vécu dans le processus. Merci pour cet exemple qui est parlant et du coup qui montre, si j'ai bien compris, en tout cas c'est vraiment ce que je ressens en tant que thérapeute, que le sens peut venir après le travail de contacter par le corps, de contacter au niveau émotionnel ce qui a contacté. Et c'est au bout d'un moment que le sens arrive. Je dis ça parce que parfois, il arrive dans certains profils de personnes que la personne veuille à tout prix avoir du sens dès le début sans avoir contacté dans son corps et aussi contacter ses émotions en voulant faire l'économie de ça, avoir le sens d'abord à tout prix. Oui, effectivement, ce sens-là dont tu parles, moi je l'appelle la prise de conscience. Et la prise de conscience, elle est corporelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend conscience de quelque chose, il le sent dans son corps. Et là, il y a quelque chose de vrai qui se passe. Là, il y a un vrai changement.
C'est comme quand une personne vient me voir après une séance et me dit mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais là je me suis entendue dire quelque chose et j'aurais jamais dit ça auparavant. Et là je dis ben c'est ça, vive la chose. Et c'est ça, et c'est là où le changement a réellement eu lieu. Là il est ancré le changement. Parce que ça s'est fait naturellement. C'est le corps qui parle. Si on arrive à laisser la parole au corps. Il y a des conditions et c'est pour ça que c'est nécessaire d'être accompagné souvent pour apprendre à laisser le corps parler, s'exprimer et dire ce qu'on a parfois du mal à contacter. Oui, le sens peut venir après avoir contacté le corps, bien sûr. Et il vient après avoir contacté le corps. C'est ce que moi j'appelle la prise de conscience. La prise de conscience, elle est corporelle. Et là, notamment sur l'exemple que je viens de donner, c'était important que la personne puisse relire le processus pour qu'elle puisse se rendre compte que émotionnellement, elle était coupée et qu'elle avait fait l'expérience de se laisser traverser par les émotions, donc que c'était possible. Et à partir du moment où l'expérience elle est faite, c'est ce que j'appelle les rigoles qui se sont creusées. Et voilà, et là le chemin il est tracé. Et ensuite, il n'y a plus qu'à consolider. Et le travail de cette dernière séance-là, c'était de poser du sens pour lui dire, voilà, ça s'est passé, vous l'avez vécu, maintenant, vous pouvez le consolider de telle et telle façon. Pour elle, ça s'est passé comme ça. Pour que cette consolidation se fasse, on est bien d'accord, ça nécessite vraiment son engagement et j'imagine aussi au quotidien qu'elle mette en place des choses entre les séances. Pour tout dans la vie, quand on veut obtenir quelque chose, ça nécessite l'engagement de la personne. Oui, tout à fait. La plasticité neuronale, les nouvelles connexions, elles se mettent en place parce qu'il y a des répétitions. Et c'est parce qu'il y a répétition qu'il y a consolidation et que l'ancien comportement va s'en aller. On va nourrir le nouveau comportement. Donc bien sûr que ça demande de la pratique, de la répétition, de la conscience sur ce qui se passe dans la vie de tous les jours et sur comment on va agir et non plus réagir. Ça me parle. Agir et non plus réagir. C'est mon père spirituel s'appelait Arnaud Desjardins, il parlait souvent de ça. Ne plus réagir, mais agir, à partir vraiment de son être profond qui n'est pas blessé. Merci pour ce beau témoignage. Et du coup, ça me permet de rebondir sur est-ce que la résilience est pour tous? On parle beaucoup de résilience, qui est un concept qui a été beaucoup apporté au monde par Boris Cyrulnik. Psychiatre de renom. Et voilà. Est-ce que pour toi, la résilience, donc la capacité de rebondir face à une expérience traumatique, eh bien, elle est possible pour tous? Pour moi, oui, bien sûr. Heureusement que cette résilience, elle est donnée à tout le monde. Simplement, on n'est pas tous égaux devant la résilience. Dans le sens où deux personnes qui vivent le même trauma ne vont pas agir et réagir de la même façon. Et ça en fonction de leur structure de personnalité, du milieu dans lequel elle vit, de plein de choses en fait, qui composent la vie de cette personne. Donc oui, bien sûr. On n'est pas tous égaux devant la résilience, et je crois fondamentalement que la résilience est possible. Au-delà de la question de l'abus, la question du trauma, apprendre à s'ancrer, à ressentir la vie qui circule en nous, mais aussi à mettre nos limites face à l'autre au quotidien, semble, à mon sens, nécessaire aussi pour être fidèle à nos ressentis, à nos émotions et aux besoins associés à nos émotions. Voilà, qu'on peut avoir chacun au quotidien. Donc, il me semble que c'est une pratique saine que de s'ancrer, de faire un travail pour ressentir l'énergie en nous. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, c'est une pratique saine et c'est ce que j'invite systématiquement à chaque séance. C'est-à-dire que on vit dans une société très mentale et qui
qui nous déconnectent de notre corps. Et là, ce qui est important, c'est effectivement s'ancrer, c'est simplement revenir à l'instant présent, revenir à notre corps. Donc il y a toute une rééducation de reconnexion à soi, à son corps, à travers, encore une fois, plein de pratiques, pour mieux appréhender qui on est, nos propres limites, et aussi tout en tenant compte de l'autre. Et tout ça, ça ne peut se faire que si on est avec soi, et pas dans sa tête ou en dehors de soi. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il me semble aussi que c'est un enjeu de société, c'est-à-dire qu'au niveau individuel, de revenir à soi, de revenir à l'instant présent et ne plus être des cerveaux sur pattes, ça permettrait peut-être plus de cohérence, plus d'harmonie, plus d'authenticité. Comment tu le perçois? Et quand tu me parles de ça, moi ce qui me vient, c'est cette connexion à la nature autour de nous. Et pour moi, en fait, c'est un manque énorme on s'éloigne en fait de ce rythme que nous donne la nature. Elle est toujours là, hein. C'est nous qui sommes plus là. et en fait, et c'est ce qu'enseigne aussi le Tao, et c'est ce que j'enseigne. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'apporte moi à chacune de mes séances, juste dans la simplicité de revenir à soi et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le fait de juste aller dormir tôt le soir, de se lever tôt le matin. C'est ce qu'on appelle le rythme circadien. C'est un rythme, en fait, c'est le rythme que nous donne la nature autour de nous, la nuit, le jour, et comment, en fait, est-ce qu'on se connecte aux différents éléments qui sont à la fois à l'extérieur, sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir mieux sentir ces éléments-là à l'intérieur de nous. Oui, justement, c'est ce que j'aime beaucoup dans le Tao, la pratique du Tao, c'est sa grille de lecture et de pratique en lien avec les éléments qui sont dans notre corps et aussi dans la nature, puisque on fait partie de la nature, on est une résonance, on pourrait dire, de la nature. Et j'ai vu que dans la formation Tao thérapeutique femme à laquelle je vais participer moi-même, eh bien, il y a un programme en lien avec les éléments. Tout à fait. Cette formation, elle est faite à la fois pour les femmes qui ont vécu des abus et pour les thérapeutes qui les accompagnent, où on va vivre ensemble. Je vais les accompagner, vous accompagner ensemble à vivre ce processus-là. Et effectivement, j'ai basé cette formation sur les 5 éléments que compose la nature et qui ont été identifiés il y a des milliers d'années par les taoïstes. Par la médecine énergétique chinoise aussi. Donc ces 5 éléments, c'est le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Voilà, et donc là, j'ai choisi 3 éléments principaux qui seront sur 3 jours et 2 éléments qui seront, donc il y aura les 5 éléments qui seront sur les 4 jours. Voilà, donc chaque élément, bien évidemment, est en correspondance avec plusieurs structures de l'organisme. Par exemple, l'eau est en correspondance avec la structure osseuse. Elle est en correspondance aussi au niveau du sens avec l'oreille, l'écoute. C'est aussi les reins au niveau des organes, la vessie au niveau des entrailles. Donc vous voyez déjà qu'au niveau physiologique, on voit déjà qu'au niveau physiologique et anatomique, il y a du lien. Et au niveau émotionnel, l'eau, c'est tout ce qui relève de la peur, des traumas, et aussi de l'adaptabilité, de l'écoute, de la force tranquille, de la douceur. Donc ce que je trouve intéressant et extrêmement alchimique dans ce type de pratique, c'est que l'émotion, qu'elle soit négative entre guillemets ou positive entre guillemets, c'est une énergie et que c'est de la prendre dans ses bras pour la transformer en énergie et non plus de juger ce qui se passe. Et oui, ne pas la réprimer. L'émotion agréable et désagréable.
Et en étant moins dans sa tête et beaucoup plus dans son corps, on va vers un monde meilleur. Pourquoi pas la création d'un nouveau monde, tu crois pas ? Oui, j'y crois. J'y crois dans le sens où moi je viens de là, du corps, et pour moi en fait le corps c'est l'instant présent, la réalité de ce qui est vécu là maintenant. On n'est pas dans les projections, on n'est pas dans le passé. Et ça permet justement, pour moi le corps a vraiment de multiples moyens de communication, de multiples moyens de s'exprimer. Il y a une mémoire corporelle qui est énorme. Pour moi, en tout cas dans mon expérience et dans ce que je peux vivre et de ce que je continue d'apprendre, c'est que le corps est... dans notre corps, il y a tout l'univers. Voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens, c'est que dans notre corps, il y a tout l'univers et que parfois, on va faire des voyages sur la Lune, alors que... alors je ne dis pas que les voyages sur la Lune ne sont pas... Bien sûr que non. Et en même temps, c'est un monde à part entière. C'est un univers à part entier, notre corps. Voilà, et j'adore l'explorer, j'adore comprendre ce qui se passe à la fois au niveau physique, psychique, émotionnel, hormonal, tout ce qui se passe, relié tête-corps bien sûr. Et pour moi, en tout cas dans ce que à aujourd'hui, là où j'en suis, c'est pas la tête, elle est là pour accompagner le corps. Mais elle n'est pas là pour prendre le pouvoir sur le corps, parce que je pense en tout cas que en faisant ça, on s'éloigne de cette authenticité en fait qui est en chacun de nous. Merci Karine. Le corps est un univers. Alors pour terminer ce podcast, puisque le temps tourne, peut-être que tu pourrais donner, si tu es d'accord, un conseil pour les personnes qui ont été victimes d'abus, de traumas, souvent dans l'enfance, qui nous écoutent. Alors le premier conseil que je peux donner, si jamais c'est pas déjà fait, c'est qu'elle soit accompagnée. Voilà, qu'elle trouve un thérapeute avec qui elle ou il se sentent bien, pour que le travail puisse se mettre en route, le travail du changement. Voilà, le processus plutôt qu'un travail de changement. Ensuite, le conseil pratique, pour moi, ça serait des pratiques corporelles, notamment des pratiques qui ramèneraient dans l'instant présent, qui permettraient justement de ne pas être dans l'émotionnel ou de ne pas être coupé de ses émotions, parce que les deux sont là. Et en revenant dans son corps et dans la sensation corporelle du mieux qu'on peut, bien sûr, par différents moyens, on peut justement moduler le flot des émotions. Voilà. Et essentiellement, je dirais, c'est être accompagné, parce que chaque personne est différente. Merci Karine. Merci Anne-France, merci beaucoup. Pour terminer, je rappelle que Karine Marty organise son stage de formation Tao Thérapeutique Femme en collaboration avec l'école du Tao de la Vitalité et qui va se dérouler du 28 février au 3 mars 2025 en Ardèche, dans une magnifique région à proximité d'Aubenas. Vous la retrouverez aussi sur son site internet www.karinemarty.fr. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à mettre un j'aime sous la vidéo, vous abonner si vous voulez suivre les prochains podcasts et partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à qui ce podcast pourrait être utile. À bientôt!